Bienvenue dans le cours de physique 2. Nous sommes toujours dans la partie électrostatique. Aujourd'hui, nous allons regarder la partie qui concerne diélectrique. C'est le titre de la leçon. Voici le plan de la leçon. Dans un premier temps, nous allons parler d'une expérience très simple, à savoir la charge d'un condensateur. Ensuite, nous introduirons ce que nous appelons les moments dipolaires ou les moments d'une distribution de charge. Nous regarderons ensuite la polarisabilité d'un atome. Ensuite, nous regarderons le champ créé par la matière polarisée, le champ à l'intérieur de cette même matière. Et nous finirons cette leçon-là par nous interroger sur le théorème de Gauss. Le théorème de Gauss, nous l'avons établi dans le vide. Là, nous allons nous poser la question sur la validité de ce théorème à l'intérieur de la matière. Donc, j'avais dit, nous allons commencer par une expérience relativement simple qui concerne donc la charge d'un condensateur. Voici l'expérience que je vous propose. Donc, on va imaginer que nous avons un conducteur. Ce conducteur nous servira à faire un condensateur. Donc, c'est-à-dire qu'on va choisir une situation qui est très simple, celle d'un condensateur plan. Donc, nous avons notre conducteur supérieur, notre conducteur inférieur, et puis nous allons appliquer une différence de potentiel entre ces deux conducteurs. Donc, on sait que ça constitue un condensateur. Donc, on va avoir une charge plus Q sur une face et une charge moins Q sur l'autre face. Ceci étant, entre les deux conducteurs, on peut mettre soit rien, ça sera un condensateur plan donc dans le vide, ou un matériau. Ce qui nous allons observer, c'est que la quantité de charge Q, on sait qu'elle dépend de la tension, avec la forme Q égale CV, où C est le coefficient de capacité. Par contre, la charge Q, pour un même condensateur, c'est-à-dire de même dimension et de même tension V, nous allons rendre compte que la charge Q est en fait fonction du type de matériau. Alors voici quelques comparaisons entre différents types de matériaux. Donc là, vous avez trois matériaux différents. Vous avez le quartz, vous avez la paraffine et l'eau. Là, on a comparé sur ce tableau-là la quantité de charge dans le matériau, enfin, lorsqu'on utilise ce matériau-là comme élément de séparation entre les deux conducteurs, comparé par rapport à la quantité de charge obtenue lorsque c'était le vide. Donc là, on obtient un facteur 4,3 pour le quartz, un facteur 2,3 pour la paraffine et un facteur de 80 sur l'eau. On définit un coefficient, epsilon R, sur lequel je reviendrai tout à l'heure, qui est un coefficient multiplicatif par rapport au coefficient de capacité ou la capacité de condensateur pris dans le vide. Ça, c'est la capacité d'un condensateur plan, donc la surface S étant la surface des armatures et E étant la distance entre les deux armatures du condensateur, epsilon 0 étant la permittivité du vide. Lorsque on met le vide, eh bien, ce epsilon R-là est égal à 1. Par contre, si on met un autre matériau, eh bien, on obtient un coefficient epsilon R qui est différent. Ceci introduit en fait une constante qui va caractériser les matériaux. C'est ce qu'on appelle la constante diélectrique. On parle plus souvent de constante diélectrique relative, qui est définie de la manière suivante. À chaque milieu, on associe une constante epsilon qu'on peut exprimer en fonction de la constante epsilon 0, permittivité du vide, avec un coefficient multiplicatif epsilon R, ce qui permet également de définir la permittivité diélectrique relative epsilon R comme le rapport entre la permittivité du milieu et la permittivité du vide. Bien, nous allons maintenant regarder ce qu'on appelle les moments d'une distribution de charge. Je vais d'abord commencer par décrire la situation que je vais étudier. Je vais supposer que je vais travailler à un niveau assez petit, c'est-à-dire à un niveau microscopique. À ce niveau-là,
eh bien, la matière se présente sous la forme d'associations de molécules dans le cas général. Pour simplifier, on va supposer qu'il s'agit d'atomes. Vous avez un exemple très simplifié ici, où on a par exemple 3 atomes de tailles différentes qui sont disposés dans un système d'axes et qu'on va essayer d'étudier du point de vue comportement électrique. Donc, je vais m'intéresser par exemple au potentiel créé en un point A. Mon point A est situé ici, à une distance r par rapport à un centre que j'ai choisi. Donc là, c'est le centre de la plus grosse atome que j'ai dans le système. Donc je peux décrire l'ensemble des atomes qui est ici par leur distribution de charge. Donc là, je vais faire appel à la notion de distribution de charge volumique. Donc ρ d'étau étant la quantité de charge comprise dans un volume d'étau situé à une distance grand R par rapport à A ou définie par rapport aux deux quantités R et R' telles que représentées sur la figure. Alors, le potentiel créé au point A, ben, on sait le calculer, il suffit simplement de sommer sur toutes les distributions de charge que nous avons ici, c'est-à-dire sur tout le volume où je peux trouver de la charge électrique, et donc je vais trouver une expression simple, 1 sur 4 pi epsilon 0, intégrale sur toutes les contributions de charge, ρ d'étau sur R, R étant la distance entre l'endroit où se trouve la charge et l'endroit où je fais la mesure. Bien, on va aller plus loin et regarder ce qui se passe à grande distance. Donc, à grande distance, je peux exprimer la quantité R que j'ai ici en fonction des rayons R et R', ainsi que l'angle θ qui est matérialisé ici. Donc, c'est l'angle entre les directions R, qui est parallèle à l'axe Z dans ce cas-là, et la direction R', qui relie le centre au point où se trouve la charge électrique. Alors, regardons plus en détail ce coefficient, non pas R, mais 1 sur R, celui qui intervient dans le calcul du potentiel. Donc, 1 sur R, je peux l'écrire sous la forme R carré plus R' carré moins 2R fois R' cosinus θ, tout ça à la puissance moins 1 demi. Je continue mon développement, je vais sortir le facteur 1 sur R. Donc, je vais mettre 1 sur R en facteur 1 plus un facteur de cette nature-là. Donc tout ça, c'est du développement mathématique qui n'a rien de compliqué, il suffit simplement de le faire. Et donc, dernière étape, je vais sortir les termes en 1 sur R, 1 sur R2, etc. à l'intérieur de la parenthèse que j'ai ici. Donc, clairement, j'ai transformé le 1 sur R qui est ici en une expression approchée que j'ai développée ici en fonction des coefficients 1 sur R. Je vais injecter cette expression pour trouver cette fois-ci le potentiel. Donc, je vais trouver que le potentiel A est égal à 1 sur 4 pi epsilon 0, 1 sur R, facteur 2, donc l'intégrale de ρ d'étau. Ensuite, 1 sur R2, l'intégrale de R' cosinus θ ρ d'étau. Ensuite, 1 sur R cube, l'intégrale de R' carré, etc. Ce terme-là qui dépend cosinus θ et la distribution de charge. Ce qui est important de remarquer dans cette écriture-là, c'est que je l'ai mis sous la forme de 3 contributions, mais il y en a d'autres que je n'ai pas pris en compte ici, qui sont toutes en fonction du coefficient 1 sur R. Le premier est proportionnel à 1 sur R, le deuxième est proportionnel à 1 sur R2, et le troisième est proportionnel à 1 sur R3. Et je fais apparaître 3 termes différents. Celui-là, l'intégrale de ρ d'étau que je vais appeler K0, un deuxième, l'intégrale de R' cosinus θ ρ d'étau que j'ai appelé K1. Et un troisième, l'intégrale de R' carré, 3 cosinus carré θ moins 1 sur 2 ρ d'étau que j'ai appelé K2. Si j'avais continué mon développement, j'aurais trouvé K3, etc., etc. Mais je vais m'arrêter à ces 3-là qui sont ceux qui vont m'intéresser par la suite. Alors, en conclusion du calcul que je viens de faire, je viens de montrer que le potentiel V de A va s'écrire sous la forme 1 sur 4 pi epsilon 0 multiplié par K0 sur R plus K1 sur R2 plus K2 sur R3. Ce qui est important de remarquer, c'est que je suis en train de regarder le champ à grande distance. Donc, cela veut dire que
tout dépendra des valeurs K0, K1, K2. Imaginons que le K0 est nul, eh bien, le champ va dépendre, on dit qu'il a une dépendance, ou plutôt le potentiel ici, pas le champ, il a une dépendance en 1 sur R2. Si les deux premiers termes sont nuls, on va avoir une dépendance en 1 sur R3, etc., etc. Alors, que signifient ces termes K0, K1, K2? En fait, ces termes décrivent complètement la distribution de charge dans l'espace. Ce sont ce qu'on appelle les moments de la distribution de charge. Alors, on va voir quel est leur intérêt à grande distance. Donc, je suis toujours à grande distance. K0, en réalité, représente la charge totale. Donc, on intègre tout simplement ρ sur le volume en question. Dans le cas où on a K0 différent de 0, eh bien, c'est le terme uniquement en K0 sur R qui intervient, et on a une expression approchée du potentiel, V de A égale 1 sur 4 pi epsilon 0, K0 sur R, K0, donc c'est ce que nous avons trouvé tout à l'heure, c'est la somme de ρ des taux, c'est-à-dire la somme des charges. On voit que ça représente, ou c'est identique au potentiel créé par une charge ponctuelle dont la valeur de la charge est égale à ρ sur des taux. D'accord? Alors, ce résultat est très simple, puisqu'il nous dit simplement que si on prend en fait un atome ou un ensemble d'atomes qui n'est pas complètement neutre, parce que si nous avons un K0 différent de 0, cela veut dire qu'on n'est pas complètement neutre, donc il y a soit des charges positives, soit des charges négatives en excès, et bien donc le potentiel à grande distance, tout se passe comme si nous avions une charge ponctuelle qui était située au centre du système que nous avons introduit et qui nous permet donc de calculer le potentiel à partir de l'expression du potentiel d'une charge ponctuelle. On va maintenant se mettre dans le cas plus réaliste, qui est l'équilibre des charges positives et des charges négatives, l'état neutre de la matière. Cela veut dire que dans ce cas-là, eh bien, K0 est égal à 0. Par contre, K1, eh bien, il n'a aucune raison d'être nul. Dans ce cas-là, le potentiel va s'écrire sous la forme 1 sur 4 pi epsilon 0, K1 sur R2. Donc, il a une dépendance en 1 sur R2. Alors, que signifie le facteur K1 que nous avons ici? K1, je repris ici son expression, c'est R' cosinus θ ρ des taux, c'est-à-dire que si je regarde par rapport à cet axe-là, eh bien, c'est simplement Z, Z étant la position sur cet axe, multiplié par ρ des taux. Ce coefficient-là, en fait, si on regarde plus en détail, on trouvera qu'il est indépendant du système de coordonnées, au même titre d'ailleurs que K0, puisque K0 décrivait la somme de la charge totale. Eh bien, K0 et K1 sont indépendants de système de coordonnées, et K1, particulièrement, représente le déplacement relatif des charges positives par rapport aux charges négatives. Donc, on le voit clairement dans l'expression qui était présente tout à l'heure. Donc, K1, c'est ce qu'on appelle également le moment dipolaire de la distribution de charge. K1, donc on répète son expression, est ici. Si je vais plus loin, c'est-à-dire que si je prends une situation dans laquelle K1 est nul, je vais tenir compte de K2, auquel cas on parlera du moment quadrupolaire. Ensuite, on peut aller plus loin et définir un terme K3, on va parler du moment octopolaire. On peut continuer à introduire des termes, mais en fait, ce n'est que les deux premiers termes qui vont nous intéresser par la suite. Alors, on va se focaliser sur quelques exemples de distribution de charges pour voir un peu les valeurs de ces moments polaires. Donc, supposez que nous avons une distribution de charge avec 2E d'un côté et moins 2E sur l'autre. Donc, on voit bien qu'on a K0 est égal à 0, K1 est non nul, puisque les charges positives et les charges négatives ne sont pas situées au même endroit. Donc, à ce moment-là, on a un K1 qui est non nul. Autre exemple, donc ici, j'ai 3 charges moins 3E qui sont situées sur cet axe-là, et de manière symétrique, j'ai 3 charges E qui sont situées sous cette figure-là. On voit tout de suite que K0 est égal à 0, puisque la somme des charges est égale à 0. Par contre, K1 est non nul, puisque là aussi,
eh bien, le point de localisation où on peut parler de centre de gravité des charges négatives, des charges positives, eh bien, et le centre de gravité des charges négatives ne sont pas situés au même endroit. Autre exemple, donc charge E ici et charge moins 2E ici. Donc on voit que le centre de gravité des charges positives va se situer quelque part entre ces deux charges-là, et donc il est séparé du centre de gravité des charges négatives. Dernier exemple, où cette fois-ci, charge de centre de gravité des charges négatives, eh bien il est là. Centre de gravité des charges positives, il est là. On a donc cette fois-ci un paramètre K1 qui est égal à 0, puisque relativement, les charges positives et les charges négatives, si je raisonne en termes de centre de gravité, ils sont situés au même point. Je vais revenir au dipôle, qui est le cas le plus proche de ce qui se passe à l'intérieur de la matière. Je rappelle le dipôle rapidement ce que c'est. Donc il s'agit de deux charges, une charge moins Q et une charge plus Q. Elles sont séparées par une distance A, donc telle que représentée sur la figure. Donc je vais situer une au point N et l'autre au point P. On définit ce qu'on appelle le moment du dipôle comme un vecteur P, qui est défini comme P égale la quantité de charge, sachant que par définition même, la charge positive est égale à la charge négative en valeur absolue, seul le signe change, multiplié par le segment NP reliant la charge négative à la charge positive. Évidemment, cette quantité-là s'exprime en coulomb-mètre. Alors, comment peut-on déterminer le dipôle associé, le potentiel associé à un dipôle? Donc là, je vous rappelle qu'on travaille assez loin, c'est-à-dire qu'on regarde à grande distance. Donc là, j'ai représenté la situation d'un dipôle, mes deux charges moins Q et plus Q. La distance entre les deux charges moins Q et plus Q est A, donc j'ai choisi le centre du dipôle comme point de référence. Mon angle θ est clairement indiqué, mes points N et P sont les points où se trouvent les charges, et je raisonne par rapport au point M à une distance R par rapport au centre du système O. Donc le potentiel créé en ce point-là, ben, c'est simplement Q sur 4 pi epsilon 0, 1 sur MP, donc MP c'est ça, moins 1 sur Mn, Mn c'est ça, le signe moins vient du fait qu'ici on a une charge moins Q. Donc, je me mets dans l'approximation où R est égal à OM très très grand par rapport à A. Donc, je me situe loin du dipôle. À partir de ce moment-là, je peux approcher les expressions de MP. Donc, une simple observation montrerait que MP est égal à R moins A sur 2 cosinus θ. Et Mn est égal à R plus A sur 2 cosinus θ. Ce qui permet donc de transformer MP sous la forme d'un terme en facteur par rapport à R, et de la même manière pour Mn. Donc si j'intègre ces deux expressions dans l'expression totale du potentiel, eh bien j'obtiens simplement l'expression suivante avec le facteur Q sur 4 pi epsilon 0 R, qui est la distance par rapport au centre du dipôle, multiplié par un terme en 1 sur 1 moins A sur 2R. Ce terme-là est très petit par rapport à 1, et 1 sur A 1 plus A sur 2R cosinus θ, ce terme-là est également très petit par rapport à A, puisque je me situe en R beaucoup plus grand que A. Alors, ceci me permet en fait de faire ce qu'on appelle un développement limité ou une approximation. C'est ce qui est fait ici. Donc, en sommant les différents termes, on arrive facilement à montrer que le potentiel, en première approximation, est égal à Q sur 4 pi epsilon 0, multiplié A sur R carré, multiplié par cosinus θ. Donc, je peux introduire le coefficient P, qui était le moment dipolaire, c'est-à-dire, en termes de valeur, c'est Q fois A. Donc, ça va me donner, le rassemblement de Q fois A me donne P. Sinon, les autres termes restent identiques. Et si j'utilise une notation vectorielle, eh bien, mon vecteur P, qui décrit le moment dipolaire, est là. Le vecteur U, eh bien, c'est le vecteur qui est dans cette direction-là, et j'obtiens une expression sous la forme du produit scalaire de deux vecteurs pour le potentiel V qui est donné ici. Donc, si je regarde ce que cela me donne en coordonnées polaires, je peux trouver les deux
composante du champ électrique, la composante dans la direction R et la composante dans la direction θ. Pour trouver le champ électrique, il n'y a pas plus simple que d'utiliser la relation E égale moins gradient de V. Donc c'est ce qu'on va exploiter. En système de coordonnées polaires ou cylindriques, eh bien, elle est donnée par cette expression-là. E de R est égal à la dérivée partielle de V par rapport à R. Donc si on effectue le calcul, on obtient l'expression que vous avez ici. Donc on voit apparaître un champ particulier en 1 sur R cube. Et l'expression pour Eθ, donc c'est moins 1 sur R, dérivée partielle de V par rapport à dθ. Là aussi, on va apparaître un terme en 1 sur R cube. Et vous avez les mêmes termes qui sont ici, 4pi epsilon 0, le P, etc., pour la description du champ. Donc là, on a complètement caractérisé le dipôle à travers l'expression du potentiel et à travers les composantes du champ électrique, la composante ER et la composante Eθ. Donc on peut regrouper les deux composantes sous une forme un peu plus condensée. Donc voici le récapitulatif des différents éléments qu'on a introduits. Donc le Eθ, c'est l'orientation du vecteur dans la direction de variation de θ. ER est ici, et puis le champ résultante est ici. Alors, dans un potentiel, on peut également déterminer les équipotentiels. Donc, quelle est l'équation caractéristique? Il suffit tout simplement d'écrire quand est-ce que V est égal à une constante. V est égal au potentiel. Donc, on écrit ça. On ne retient que les termes qui permettent d'obtenir la courbe qui nous intéresse, à savoir P sur R carré cosinus θ égale constante. P étant une constante, on peut la sortir du système puisqu'elle caractérise le dipôle. Donc, on va obtenir les courbes R carré égale A fois cosinus θ, A étant une constante. Il suffit de faire varier A pour trouver les différentes courbes qui représentent les équipotentiels. Pour les lignes de champ, eh bien, on fait la même chose. L'équation caractéristique des lignes de champ, elle est rappelée ici. D de R sur ER est égal à R dθ sur E de θ. Donc, on connaît les composantes ER et Eθ, donc il est facile de retrouver cette écriture-là. Et ce qui nous intéresse, c'est de trouver la variation de R en fonction de θ, donc c'est une équation différentielle. Hein. Donc, on regroupe tout simplement le terme, D de R sur R, donc les termes variant en R d'un côté, les termes variant en θ de l'autre côté. Et puis, ça va nous donner l'intégrale de cette quantité-là. On voit ici apparaître clairement un logarithme, D de R sur R. Et si on a un cosinus θ qui n'est autre que la dérivée d'un sinus θ, donc on va apparaître un deuxième logarithme qui est ici, ce qui nous donne donc l'expression mathématique, logarithme de R égale 2 fois D logarithme de sinus θ, où D est une constante. Et donc, l'expression uniquement en logarithme de D, en logarithme de R, logarithme de sinus carré θ, plus logarithme de A, donc ça c'est une constante. Et enfin, l'expression finale, qui est donc la relation entre R et θ, où A est une constante. Ce n'est pas la même constante que pour les équipotentiels, mais c'est une constante arbitraire. Bien, ces deux relations-là nous permettent de représenter de manière compacte une vue du comportement du champ et des équipotentiels. C'est ce que nous avons rassemblé ici sur cette courbe-là. Le dipôle est orienté dans cette direction-là. On a les lignes de champ, celles-ci, donc elles sont orientées, on les reconnaît à leur orientation. Vous remarquerez qu'il y a des lignes de champ qui partent et qui reviennent vers le dipôle. Il y en a qui partent et qui vont vers l'infini. Donc ça, c'est une caractéristique des lignes de champ. Par contre, les équipotentiels, eh bien, elles se referment toutes, elles reviennent donc au niveau du centre de dipôle. Et enfin, vous remarquerez sans problème que si vous prenez n'importe quel équipotentiel, par exemple celle-là, et vous regardez aux endroits où elle coupe les lignes de champ, eh bien, il y a toujours une intersection sous forme d'un angle droit, caractéristique que nous avons déjà montré. Les équipotentiels et les lignes de champ sont mutuellement perpendiculaires. En résumé, donc, le dipôle de charge de même valeur séparée par une distance connue crée un potentiel qui s'écrit sous cette forme-là. Et
un champ électrique qui a deux composantes, EX et EZ, qui se mettent sous cette forme-là. Bien, nous allons maintenant regarder le paragraphe suivant, à savoir la polarisabilité d'un atome. Donc on va considérer un modèle simplifié de l'atome pour comprendre ce qui se passe lorsqu'il est soumis à un champ électrique. Voici un modèle simplifié, donc décrit simplement par un noyau, et puis tout autour du noyau, nous avons ce que nous appelons le nuage électronique. Lorsque nous avons donc un atome de cette nature-là, il est parfaitement symétrique, et donc on peut facilement vérifier que, à cause de la neutralité de la charge électrique, eh bien K0 est nul, et le fait que nous avons un atome symétrique, eh bien le K1 est égal à 0, puisque le centre de gravité des charges positives et le centre de gravité des charges négatives sont situés au même niveau. Alors pour la suite, nous allons supposer que la distribution, ou plutôt que la charge négative, qu'on a appelée nuage électronique, est distribuée de manière uniforme dans une sphère de rayon A. On va maintenant prendre cet atome et le soumettre à un champ électrique. Voici la situation. Donc on imagine que nous avons deux électrodes, une chargée positivement et l'autre chargée négativement. Cela peut être par exemple un condensateur. Et puis donc on va donner naissance à un champ électrique E qui est orienté dans cette direction-là. Et nous avons l'atome en question. Bon, tout ceci, c'est une situation très simple qui nous permet simplement de comprendre comment l'atome se déforme. Alors l'atome va effectivement se déformer. On va supposer que cette déformation ne va pas beaucoup modifier la forme du nuage électronique. Elle va simplement l'attirer vers les charges positives. Donc, et ce degré ou cette quantité je dirais d'attirance, va provoquer une séparation entre le centre de gravité des charges positives, qui est toujours le noyau, et le centre de gravité des charges positives que j'ai matérialisé par ce point-là, et cette distance ou cette séparation est égale à B. Donc on voit tout de suite que à partir de ce moment-là, cette déformation va générer un coefficient K1 qui est différent de 0. Rappelez-vous, le K1 que nous avons vu dans le dernier paragraphe, eh bien, était associé à un moment dipolaire. C'est-à-dire que l'atome que nous avons ici va se comporter comme un dipôle. Alors, allons un tout petit peu plus loin dans cette étude. Donc, voici mon atome qui est déformé, donc séparation entre le centre de gravité des charges positives et des charges négatives, distance B. Donc, il va s'exercer un champ électrique qui va être créé par la présence du dipôle. Par ailleurs, nous avons un champ électrique qui est créé en externe. Donc, on comprend tout de suite que pour équilibrer ces deux champs-là, eh bien, il faut que le champ ici soit équivalent au champ créé par mon dipôle. Alors, je peux facilement calculer le champ créé par dipôle en prenant en considération uniquement une sphère de rayon A qui va créer ce champ-là. C'est ce que je fais ici. On fait intervenir tout simplement le rapport B sur A, le rapport, pardon, 1 sur A cube multiplié par la quantité B qui va me donner donc la quantité de charge qui est mise en jeu pour le calcul de ce champ-là. Donc une fois qu'on a fait cette égalité-là, ben, on fait intervenir naturellement le moment dipolaire, P égale E fois B, puisque je suppose que j'ai par exemple un atome d'hydrogène ici, donc la quantité de charge est égale à E, et ce terme-là donc est égal, avec l'égalité des champs que j'ai écrits ici, à 4pi epsilon 0 multiplié par A cube multiplié par E. Donc je viens de montrer que la polarisation de l'atome, ou le fait de soumettre cet atome à un champ électrique, va le déformer. Cette déformation va donner naissance à donc une séparation entre le centre de gravité des charges positives et le centre de gravité des charges négatives. Cette séparation donne naissance à un dipôle. Ce dipôle P
a une valeur qui est égale à E fois B, que j'ai calculée ici, et je vois tout de suite qu'elle est proportionnelle au champ électrique. Alors, on peut estimer cette valeur-là. Donc là, vous avez les valeurs de ce coefficient alpha exprimées pour différents cas de matériaux. Donc là, vous avez l'hydrogène, 0,73. Alors, c'est exprimé en 10 à la puissance moins 40 coulombs mètre carré sur volt. Alors ça ne doit pas vous dire grand-chose en termes d'ordre de grandeur, mais sachez que c'est très très petit. Mais par contre, vous voyez bien qu'il y a des atomes qui se déforment beaucoup plus, je dirais, de manière beaucoup plus importante que les autres. Par exemple, ici, le lithium se déforme de manière beaucoup plus importante que l'hydrogène. Le carbone se déforme de manière beaucoup plus faible que le lithium, etc., etc. Et c'est une caractéristique fondamentale, ce coefficient de polarisabilité des atomes. Si je m'intéresse maintenant à une molécule, c'est une association d'atomes. Évidemment, on va perdre en symétrie, puisque on peut, par exemple, obtenir une situation, même si l'atome est complètement linéaire, on voit bien que les directions ne sont plus tout à fait équivalentes, ce qui veut dire que lorsque je vais appliquer un champ électrique, eh bien, la polarisabilité ne sera pas la même dans toutes les directions. Donc, comment on peut faire ça? Eh bien, supposons que nous avons un champ électrique ici, E, eh bien, je vais le décomposer en un champ électrique parallèle, donc qui sera appliqué sur cet axe-là, et un champ électrique perpendiculaire qui sera appliqué sur cet axe-là ou sur l'axe Z, puisque l'axe Y et l'axe Z sont ici équivalents dans cette figure. Donc cette absence de symétrie sphérique va donner naissance au fait que l'effet de E, c'est-à-dire la déformation de l'atome, est fonction de la direction du champ électrique. Alors pour le chiffrer, on va simplement calculer la polarisabilité dans la direction parallèle et la polarisabilité dans la direction perpendiculaire. Ce qui va donner naissance à deux coefficients, un coefficient alpha parallèle et un coefficient alpha perpendiculaire. Et dans le cas général, si j'ai une molécule beaucoup plus complexe, on peut écrire une relation matricielle entre le vecteur P qui décrit le moment dipolaire, si vous voulez, de l'atome, et de la molécule, excusez-moi, et le champ électrique en fonction des différentes orientations possibles. Et nous obtenons P fois un terme qui est équivalent à alpha, mais ce n'est plus un scalaire cette fois-ci, c'est une matrice multipliée par le champ électrique. Et dans le cas général, évidemment, P et E n'ont aucune raison d'être parallèles. Ils ne sont parallèles que dans le cas dit isotrope, où la polarisation se fait de la même manière dans toutes les directions. Alors justement, on va parler d'un type de molécules. Si on prend des molécules diatomiques, il existe un moment dipolaire permanent du fait justement de la séparation entre le centre de gravité des charges positives et le centre de gravité des charges négatives. Par contre, des molécules parfaitement symétriques conduiraient à des molécules non polaires où il n'y a pas de dipôle permanent. Sachez aussi que lorsque les moments permanents existent, ils sont énormes, très importants par rapport à tous les moments qu'on peut créer par induction, par champ électrique. On va maintenant essayer de regarder le champ créé par la matière polarisée. Alors, on va décrire une situation simple. Donc, on va considérer que nous avons un dipôle P par atome ou pour molécule, selon qu'on considère une association d'atomes ou de molécules, qu'on a une densité d'atomes ou de molécules de N, donc N atomes ou molécules par unité de volume. La densité de polarisation, en tout cas ce qu'on appelle la densité de polarisation, ce n'est autre que le moment unitaire par atome ou par molécule multiplié par la densité. Et on note ça grand P. Un volume D2V donc, crée un moment dipolaire qui serait le produit de la densité de polarisation P multiplié par le volume en question. La polarisation induite, si je prends un matériau, par exemple, sous forme cylindrique, et que je découpe une toute petite partie,
si ce matériau est soumis à un champ électrique, eh bien, on va tout de suite apparaître une charge négative sur une face et une charge positive sur l'autre face. La charge négative serait simplement égale à P, c'était la densité de polarisation multipliée par l'élément de surface D de A, et la charge positive serait P D de A. Donc on aurait une charge négative sur la face inférieure de valeur moins P de A et une charge positive sur la face supérieure de valeur P de A. Alors on comprend que si on met ces éléments-là les uns à côté des autres, eh bien on va générer un champ à partir de la mise en contact de tous ces éléments-là. Pourquoi? Parce que si je mets deux cylindres l'un à côté de l'autre, on voit tout de suite que sur le cylindre supérieur, eh bien, j'ai une charge négative. Le cylindre inférieur, j'ai une charge positive, ce qui fait qu'à l'interface entre les deux, cette charge-là va disparaître. Et en fait, il ne résultera plus que la charge totale qui est que la charge sur les faces extrêmes. Donc, on va trouver ici le PDA qui est ici, on va le trouver sur la face supérieure, et le moins PDA qui est ici, je vais le trouver sur la face inférieure. Et donc, ça va représenter simplement les densités de charge que je vais retrouver sur les surfaces intérieures, inférieures et supérieures de mon cylindre. Le champ créé peut s'obtenir facilement. Donc, si je me situe assez loin du cylindre, si j'ai une longueur L, donc je vois tout de suite que je peux assimiler ça à un dipôle avec une charge moins PDA d'un côté, une charge plus PDA de l'autre côté, et une longueur L qui serait la longueur physique de mon barreau. Donc c'est équivalent à un dipôle, et le moment dipolaire n'est autre que L fois P fois DA, P étant donc le moment que je cherche, L étant la longueur physique du cylindre, et P étant la densité de dipôle. Le champ interne, donc on va aussi faire une petite expérience. Toujours, on va prendre deux conducteurs, charge négative sur l'un, charge positive sur l'autre, et puis on suppose que nous avons de la matière à l'intérieur. Donc les charges positives et les charges négatives vont créer un champ entre les deux conducteurs qui est représenté ici. Les atomes à l'intérieur vont se polariser, donc les charges positives ont tendance à aller de ce côté, les charges négatives ont tendance à aller de ce côté-là. Sauf qu'à l'intérieur, eh bien, on va avoir une compensation. À chaque fois qu'il y a une charge négative, elle est compensée par une charge positive. Ce qui fait qu'au total, on va obtenir pas de charge à l'intérieur et on va avoir un excès de charge qui va apparaître sur les armatures des deux conducteurs. La superposition de ces deux états-là va me permettre d'estimer la valeur du champ que j'ai à l'intérieur. Étape 1, j'ai une charge moins sigma et plus sigma sur les deux armatures. Le champ associé est égal à sigma sur epsilon 0. Étape 2, la polarisation va générer des polarisations, c'est-à-dire des charges P et moins P sur le matériau, sur les deux faces en contact des armatures, enfin entre les armatures et le matériau, et donc je vais générer un champ associé qui est égal à P sur sigma 0, que j'ai noté E'. L'étape finale, eh bien j'associe les deux, donc, mais j'attends quand même le champ stationnaire. Le champ serait la composition du champ initial plus le champ généré, c'est-à-dire E0 moins P sur epsilon 0. Alors maintenant, je vais introduire la susceptibilité que j'ai introduite tout à l'heure par l'intermédiaire de alpha. C'est la relation entre E et P. Il ne s'agit plus du P polaire, cette fois-ci pour un atome, mais il s'agit de la densité de polarisation donc pour un ensemble d'atomes un ensemble d'atomes avec n comme densité de volume. Donc je vais obtenir P égale un coefficient de proportionnalité multiplié par E. C'est ce qu'on appelle la susceptibilité électrique. Le champ, donc à l'intérieur, va s'écrire sous cette forme-là. E est égal à E0 moins P sur epsilon 0. Donc, je peux exprimer cette fois-ci le champ E0 sous la forme du champ interne plus P sur epsilon 0.
ce qui me permet de définir une quantité fondamentale qui est la permittivité ou la permittivité relative, à savoir, je vais écrire que epsilon est égal à epsilon 0 plus la susceptibilité, que je vais pouvoir mettre sous la forme epsilon 0 facteur de 1 plus xi e sur epsilon 0, et je définis le coefficient epsilon r comme la permittivité relative, c'est-à-dire 1 plus xi e sur epsilon 0. Comme le xi e est toujours positif, dû à la déformation qui est induite, donc le terme epsilon r ici est toujours supérieur à 1. Epsilon r, ce terme-là, c'est ce qu'on appelle la permittivité relative. Et donc, comme je viens de le dire, il est toujours supérieur à 1. Théorème de Gauss, on peut maintenant se poser la question, qu'en est-il du théorème de Gauss lorsque nous sommes dans la matière? Nous avons établi le théorème de Gauss lorsque nous étions dans le vide. Alors, pour répondre à cette question, on va introduire en fait un nouveau vecteur, ou une nouvelle quantité qu'on appelle le déplacement électrique. Ce vecteur-là tient compte en fait du champ, j'allais dire en absence de matériau, E0, et de la polarisation P du matériau. On introduit D de la manière suivante. Donc D, c'est la somme de P plus epsilon 0E. Donc si j'utilise le coefficient xi de tout à l'heure, eh bien je vais remplacer P par xi E plus epsilon 0. Et donc j'écris que D est égal à epsilon 0, 1 plus xi E sur epsilon 0 fois E, c'est-à-dire c'est égal à epsilon 0 fois epsilon R fois E. Ce vecteur-là, c'est ce qu'on appelle le vecteur déplacement, et en fait, il permet de tenir compte de ce qui se passe à l'intérieur du matériau, c'est-à-dire de la réaction du milieu par rapport à la présence d'un champ électrique. On l'appelle le vecteur déplacement électrique. Il est en termes de dimension des coulombs par mètre carré. Lorsque le milieu est isotrope, eh bien, nous avons affaire simplement à des vecteurs E et D qui sont parallèles. Et lorsqu'on est dans un milieu anisotrope, c'est-à-dire il y a des directions privilégiées, alors les vecteurs E et D ne sont pas parallèles et le epsilon R se transforme en une écriture qui est matricielle. Et le théorème de Gauss, donc on va essayer de voir l'effet sur un champ électrique entre deux situations équivalentes. On a deux charges Q1 et Q2. On crée un champ dans le vide qui est égal à E0. Maintenant, si je fais la même situation dans un milieu de permittivité epsilon R, eh bien, je vais me rendre compte que le champ E que je vais créer, il est E0 divisé par epsilon R. Donc, on va avoir une modification de E. Cette modification est résumée ici. Donc, dans le vide, on a 1 sur 4 pi epsilon 0 Q sur R carré créé par une charge ponctuelle. Dans un milieu, eh bien, on va avoir la même chose, mais divisé par epsilon R pour tenir compte du milieu. Si on regarde ce qui se passe à l'intérieur du théorème de Gauss, eh bien, dans le vide, le théorème de Gauss nous donnait la somme de E est égale à QI, le flux de E est égal à QI. Dans le milieu en question, eh bien, on va avoir la somme de 2ds est égale à la somme des charges intérieures. Ce qui veut dire divergence de D égale ρ. Donc, en conclusion, le théorème de Gauss restera toujours valable selon qu'on l'applique dans le vide ou dans un milieu. Il suffit simplement de calculer le flux de D sur une surface fermée et dire que c'est égal à l'ensemble des charges internes. Voilà, nous sommes arrivés au terme de cette leçon. Je vous dis au revoir, à la prochaine fois.